Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les travaux que nous menons dans le cadre du projet Aléine. Il s'agit donc de développer des systèmes de robotique pour effectuer de l'exploration karstique. Donc je vais rapidement vous faire présenter le contexte du projet Aléine qui associe donc les laboratoires que sont le LIRM pour la robotique et l'automatique, HSM Hydrosciences Montpellier pour la partie hydrogéologie, IES pour la partie développement de nouveaux capteurs, et l'IMAG pour tout ce qui concerne le développement de nouveaux modèles avec les contraintes spécifiques à cette robotique d'exploration karstique que je vais vous exposer. Donc tout d'abord, rapidement là-dessus, la plupart d'entre vous ont déjà vu ce type de présentation. Donc le karst, le karst, ça représente un gigantesque réseau souterrain de grands vides, de grandes caves, de grandes grottes qui, en surface, sont éventuellement vides, mais plus on descend, sont pleines d'eau et d'eau exploitable. Et c'est effectivement le cas de Montpellier, pour lequel les sources du Lez sont une station de pompage dans le réseau karstique du Lez et permettent d'alimenter l'agglomération de Montpellier. Donc, la chimie du karst et comment se creusent ces galeries gigantesques, je passe rapidement là-dessus, c'est pas trop mon domaine. Toujours est-il que le sud de la France, et en particulier tout le bassin méditerranéen, est un environnement karstique des plus importants au niveau mondial. Et non seulement la ressource en eau y est présente, mais ça relève aussi de problématiques relatives aux flash floods, aux crues soudaines que nous connaissons durant les épisodes cévenols dans le coin. Donc ici, une photo de la fontaine du Vaucluse, dans sa période d'étiage en bas à droite, où on la voit toute sèche, ici, et ici, en pleine eau qui déverse dans la rivière. Donc la fontaine de Vaucluse a été aussi l'enjeu des premières explorations karstiques, avec une épopée assez fantastique sur l'emploi de robots et la perte de robots, surtout dans cette zone-là. Donc le karst sur Montpellier, c'est un héritage de longue date, et notamment dû au professeur Jacques Avias, qui, à un moment donné, soutenait l'idée d'alimenter Montpellier par des ressources karstiques plutôt que d'aller chercher l'eau dans le Baronne. Et pour faire face aussi à cette explosion démographique, on lui disait que le karst pouvait éventuellement répondre à un moment donné à l'alimentation, mais face à l'explosion démographique, ça allait s'assécher. Eh bien non, puisque l'année dernière, une 4e pompe a été installée à la station Jacques Avias pour alimenter Montpellier. Donc voici une problématique qui résume un petit peu le réseau hydrographique et les problèmes de ce réseau hydrographique dans notre région, à savoir les sources du Lez et la station Jacques Avias qui vient pomper pour alimenter l'agglomération de Montpellier. Donc toute cette partie-là du réseau a été cartographiée et explorée par des plongeurs qui sont remontés légèrement en amont, mais à cause de la chute rapide de la profondeur, la plongée a dû s'arrêter. Par contre, ils auraient identifié une zone avec une grande cavité et un réservoir potentiel important dans lequel aller pomper directement permettrait de pallier aux différences saisonnières et donc réguler et donc bufferiser l'alimentation, la ressource en eau pour pouvoir faire face aux évolutions saisonnières. Mais la problématique qu'on va avoir ici, c'est que si on installe une zone de pompage ici et qu'on pompe beaucoup, on va diminuer la pression, puisque l'on sait qu'il y a des réseaux karstiques profonds qui arrivent jusqu'en mer. Donc on risque de diminuer la pression à l'exutoire en mer et ainsi assister à une remontée du biseau salin qui risque de venir polluer les pompages littoraux et les villes qui se servent de ces pompages-là. Donc c'est effectivement toute une dynamique à étudier de ce réseau karstique pour les problématiques de ressources en eau. Donc de prospection, de gestion, d'exploitation, etc., de la ressource en eau. Non seulement, bien sûr, au niveau de la ressource, mais aussi au niveau des crues que nos régions connaissent. Tout ce réseau karstique, ce gigantesque gruyère à plein de trous qui vient se charger de ces pluies qui restent sur les contreforts cévenols, les épisodes cévenols, fait que le karst se gorge d'eau et les réseaux souterrains font que soudain, cette eau peut être restituée soit en garrigue, dans la RPI, mais parfois en pleine ville. Et on connaît les problèmes que cela pose. Donc à nouveau, cette dynamique du karst est une question fondamentale pour notre région. Autre problématique aussi, les problématiques
de pollution. Imaginez qu'on ait un camion de produits chimiques qui se déverse dans une rivière dans l'arrière-pays montpelliérain. Combien de temps a-t-on avant que cette pollution-là atteigne les champs captants pour l'alimentation en eau potable? Tout ça, c'est une question de la dynamique du karst qu'il faut pouvoir étudier. Donc il faut pouvoir aller y voir pour avoir une idée de cette dynamique. Donc, les enjeux, c'est prospection, préservation et gestion de la ressource en eau par la régulation des pompages, et la gestion du risque hydrogéologique avec non seulement, bien sûr, des problèmes relatifs aux prévisions de crues, mais aussi à une gestion active de l'eau et comment le karst, ça c'est une spécialité de nos collègues de HSM, pourrait jouer le rôle de barrage écrêteur de crues. Donc pourquoi le bassin méditerranéen? Donc il y a une histoire spécifique à notre Méditerranée, c'est que pendant le Pliocène, eh bien, le détroit de Gibraltar s'est fermé et la mer Méditerranée s'est évaporée jusqu'à moins 1500 mètres par rapport à son niveau actuel. Et donc on a assisté tout autour du bassin méditerranéen à une karstification profonde et on retrouve des karstes présents. On estime que les karstes présents en gros volume devraient être présents jusqu'à 2000 mètres sous le niveau actuel de la mer. Donc une récente exploration de la source qui alimente Toulon a montré aussi, grâce à des plongeurs cette fois-ci, ils ont exploré la source en repartant vers la mer, et donc sont arrivés à 80, ils ont arrêté l'exploration jusqu'à 80 mètres au-dessous du niveau de la mer, et l'eau était toujours douce. Donc il y a des réseaux complexes à devoir cartographier et à devoir caractériser. Donc 60% des réseaux karstiques profonds sont présents dans notre région, d'où le terrain de jeu que cela représente. Ceci, bien sûr, se retrouve tout autour de la Méditerranée, avec des laboratoires partenaires qui sont intéressés par nos travaux, et bien sûr, problème mondial sur les problématiques de gestion de l'eau. Donc le karst, eh bien, ça ressemble à ça, une fois qu'on est dedans. Donc ça, ce sont des karstes plutôt réduits. Ici, on est avec une poche d'air ici. Ici, on est dans des volumes un peu plus grands. Toujours est-il qu'il doit nous falloir caractériser les volumes en présence et l'évolution de niveau de ces karstes en fonction des saisons. Donc, pour ce faire, nous avons développé un système, etc. Et nous en sommes actuellement à aller sur le terrain, mettre en œuvre nos robots et nos autres systèmes que je vais vous présenter, au cours de 2 missions pour l'instant, dans le gouffre de Gournéras, c'est dans les sources de la Vise, en contrebas de Madière. Et voici les cartographies connues du gouffre de Gournéras, montées par l'équipe de Franck Vasseur, plongée soute, là, il y a quelques années. Et tout ça pour vous montrer que, pour l'instant, en termes de quantité de connaissances, on part de là. Et grâce à l'exploitation du robot, mais tout d'abord, donc voici Gournéras. Voici, donc ce sont des cavités qui font une vingtaine de mètres de diamètre sur un développement de 2,5 km. Donc le terrain de jeu est assez large, et c'est pour ça qu'on en a fait un site pilote pour nos travaux. Donc nous avons développé 2 systèmes, qui sont le robot sous-marin Ulysse et le NavScout, qui est un système qui reprend tous les capteurs du robot que nous avons monté sur un scooter qui accompagne le plongeur. Et là, c'est piloté par le plongeur. La cohérence du mouvement est assurée par le plongeur. Donc voici le NavScout en action. Donc ici, on a le sonar profilométrique qui vient dresser la cartographie du conduit tout autour. Un log Doppler ici qui va mesurer la vitesse par rapport au milieu, et divers autres capteurs, une centrale inertielle, etc., qui permet de reconstruire la cartographie et la trajectoire qu'a suivi le NavScout. Donc voici, à la fin, donc ça c'est la vasque d'entrée qui a été cartographiée par le robot, je vous montrerai les images un peu plus tard, et voici l'ensemble, avec une qualité moyenne, de la cartographie que nous avons pu dresser du gouffre, avec tous les volumes en présence, etc., à comparer avec cette vue-là, qui était la connaissance que l'on avait avant d'être intervenu dans le gouffre de Gournéras. Donc voici, là, c'est pour le petit jeu, une visite virtuelle du gouffre de Gournéras, grâce aux données que nous avons levées. Donc ça, c'est juste une vue d'artiste. On n'est pas obligé de tourner comme ça quand on va s'y balader dedans. Mais voici, ça c'est juste pour l'anecdote. Donc, en termes scientifiques, eh bien, en termes déjà de stratégie de navigation, ce que nous comptons faire, c'est bien sûr envoyer un système qui pallie ou qui remplace les plongeurs, surtout dans les zones qui commencent à être difficilement accessibles à cause de la profondeur ou à cause de la distance par rapport à la zone d'entrée. Développer de nouveaux systèmes qui vont nous permettre de réaliser l'exploration qui, dans un sens, va avoir le robot qui va déposer son câble et
et procéder à l'exploration en mode téléopéré, le robot se centrant tout seul dans le conduit, mais étant piloté quand même par un expert, puisque c'est l'expert qui va nous dire ce qu'il est intéressant de faire. Donc découvrir et explorer le karst dans une direction donnée, dresser le modèle, et enfin se libérer de son câble, car c'est au retour que les problèmes se posent. Le câble fait une boucle et se coince, et on perd le système. Donc se libérer de son câble et rentrer seul et naviguer dans le modèle qui a été construit à l'aller. Ça, c'est l'idée de base. Pour ce faire, on développe différents types de capteurs. Je ne rentrerai pas dans le détail dessus, avec nos collègues d'IES, l'ombilical virtuel, la peau acoustique, etc., qui vont nous permettre de réaliser cette stratégie de commande-là. Donc, j'aimerais maintenant me centrer sur un des résultats que nous avons obtenus. Donc, voici le système Ulysse, qui est un système doté de 12 moteurs, avec toute l'instrumentation nécessaire. Et là, nous allons nous intéresser maintenant aux résultats que nous avons obtenus sur l'exploitation de la redondance d'actionnement. C'est un système libre dans les 6 dimensions, les 3 translations et les 3 rotations, disposant de 12 moteurs. Donc, il y a la question de la redondance. Nous allons voir par la suite ce que la gestion de la redondance nous permet d'adresser comme problématique. Première problématique, en particulier sur ces petits moteurs-là, ces nouveaux propulseurs sous-marins, eh bien classiquement, ces moteurs brushless présentent dans leurs caractéristiques une zone morte importante qui est extrêmement problématique. Donc, en quoi l'exploitation de la redondance de ce système nous permet de pallier à ce problème-là de présence de zones mortes? Eh bien, classiquement, lorsqu'on va écrire la relation qui va relier les forces exercées par les 4 actionneurs à la résultante dans le repère de l'engin, on a cette relation-là où la matrice d'actionnement A est classiquement écrite comme ça, dans ce mode vectoriel d'installation des moteurs. Bien sûr, la relation inverse va nous intéresser, puisque nous, ce qu'on va désirer faire, que ce soit via un opérateur, via le joystick ou via la solution d'un contrôleur, on va vouloir exercer des forces dans l'espace, dans le repère de l'engin, et calculer les forces qu'on va devoir envoyer au moteur, qui vont nous permettre de piloter les tâches d'actionnement, et donc reproduire cet effort désiré en termes de force d'avance, force de glissement et force de rotation. Là, on résume ça au plan. Donc classiquement, on a cette relation-là qui est redondante puisque la matrice A n'est pas carrée, et on va utiliser la pseudo-inverse de Moore-Penrose pour venir inverser cette relation-là. Donc ça, c'est assez classique, et c'est la réaction de base de l'automaticien d'il y a quelque temps. Maintenant, le fait d'avoir cette redondance-là, c'est-à-dire plus de colonnes que de lignes dans cette matrice-là, va nous permettre, grâce à la méthode du projecteur dans le noyau de l'application A, de réaliser ce contrôle-là qui s'explique aisément. Donc ici, on retrouve le contrôle via la pseudo-inverse. Et ici, dans la mesure où cette matrice M appartient au noyau de l'application A, alors on va pouvoir réaliser l'action requise, c'est-à-dire que la force résultante de l'étage d'actionnement soit égale à la force désirée, ou du moins que la relation entre les deux soit découplée, c'est-à-dire qu'on va demander une avance en termes une avance sur l'axe principal du robot, qu'on n'ait pas de mouvement parasite, on va le voir par la suite, et bien qu'on ait cette relation-là découplée, et ceci peut se passer malgré le fait pour toute valeur du régime moteur RM, puisque M appartenant au noyau de A, dans cette relation-là, ce terme-là disparaît, et on réalise bien cette relation-là, donc pour toute valeur de RM. Ceci se comprend bien, puisque ces 4 moteurs étant montés en vectoriel, une action commune des 4 moteurs induira un effort nul de l'étage d'actionnement. Donc, tout régime commun entre les moteurs induira un effort nul sur une résultante nulle sur l'étage d'actionnement. Et ainsi, on peut jouer avec le point de fonctionnement de chaque moteur de façon à éviter les zones mortes. Donc la méthode classique d'évitement des zones mortes sans compensation due à la redondance serait de contracter les zones mortes. C'est-à-dire qu'on va passer du minimum possible en termes de commande des moteurs, du minimum positif au minimum négatif. On va contracter les zones mortes, ce qui induit des phénomènes d'oscillation que vous voyez en rouge. Maintenant, l'exploitation de ce régime moteur, de ce régime commun, fait qu'on a la réponse en noir, où chaque moteur maintenant va tourner sur un point de fonctionnement requis, désiré, pour obtenir une tenue de cap, dans ce cas-là, extrêmement propre. Autre exploitation possible de l'étage d'actionnement,
c'est bien évidemment ces 4 moteurs montés en vectoriel, s'ils n'ont pas, et ils n'ont pas en réalité des caractéristiques complètement identiques, fait que lorsque l'on va exploiter cette matrice jacobienne, on va vouloir produire un mouvement dans une direction donnée, et on va avoir des effets parasites sur les autres degrés de liberté. Par exemple, ici, ce sont 2 mouvements requis, on met les moteurs chacun au milieu de leurs caractéristiques positives, donc ça doit induire un mouvement nul, et voici ce à quoi on assiste en termes de mouvement. Donc clairement, les moteurs, et ceux-ci sont des essais réels, clairement les moteurs ne sont pas équilibrés. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de faire tout ça pour rééquilibrer le contrôle de cap d'un système, c'est pour ça qu'on va fermer la boucle, en général, sur une régulation, sur une centrale inertielle, sur un compas, etc., sur une mesure du cap. Oui, mais le problème qu'on a, et en particulier dans le karst, c'est que les capteurs, y compris les centrales inertielles, peuvent être sujets à des aberrations. Et parfois, il faut pouvoir détecter ces aberrations, mais il ne suffit pas de les détecter, il faut pouvoir encore contrôler le système. Donc, le contrôle et la qualité du contrôle en boucle ouverte du système est quelque chose d'important qu'on va rencontrer dans le cadre spécifique du karst. Eh bien, c'est l'enjeu de ces travaux-là, où on va ainsi pouvoir identifier, grâce à un protocole que nous proposons, des éléments de correction, de rééquilibrage entre les 4 moteurs, de manière à améliorer la boucle ouverte. Donc ici, les tests que nous faisons en boucle fermée, de manière à identifier une matrice de correction Q, qui fait que lorsqu'on va demander en bleu une avance suivant l'axe U, on va suivant Y, là, dans ce cas-là, on va effectivement réaliser cette trajectoire rectiligne en boucle ouverte, alors qu'auparavant, si on n'avait pas ces modifications-là, on assistait à ce comportement-là en boucle ouverte, sans rééquilibrage des moteurs, à ce comportement-là avec une tenue du cap, parce qu'on avait un effet parasite de glissement, y compris suivant l'axe X, là, où on assiste maintenant à un comportement parfaitement rectiligne du système, au lieu d'avoir ces comportements parasites, ici en boucle ouverte complète et ici avec une tenue du cap. Tout ça pour obtenir un fonctionnement cohérent en fonction de ce que l'opérateur envoie comme consigne au système. Donc ici, le système Jack dans la gouffre d'entrée de Gourneras et la cartographie en ligne que le cordon nous permet de reconstruire. Je suis aux 5 minutes là. Ok. Donc le bilan pratique, eh bien on s'y attendait, on a des problèmes de capteurs, le sonar profilométrique est extrêmement lent, il nous faut pouvoir soit partir sur une autre techno, soit avoir développé des contrôles prédictifs, mais pour cela il nous faut avoir une mesure de la vitesse par rapport au système, dont l'emploi de capteurs de type acoustique nous pose encore d'autres problèmes, puisqu'on peut avoir cette vitesse grâce à un DVL, mais qui est un capteur acoustique, avec les problèmes de multichemin dans cet environnement confiné. Voilà, donc voilà, autre solution de mesure de vitesse qui nous permettrait d'avoir ce prédictif moyennant un modèle de l'environnement a priori, etc. Voici les retours de terrain que nous avons établis. Donc, les chantiers scientifiques en cours, donc c'est la thèse de M. Thau, ici présent, que je salue, sur la commande réactive orientée terrain de ce système, moyennant un modèle reconstruit, comment on va pouvoir naviguer dedans. Le centrage autonome, ou comment pallier à cette acquisition hélicoïdale d'informations, à savoir enrichir l'information de données prédites, ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. La problématique de construction de modèles, c'est-à-dire qu'à l'aller, on va effectivement dresser une cartographie 3D de l'environnement avec des modèles extrêmement lourds qu'il va nous falloir réduire pour les rendre manipulables et exploitables dans la boucle de contrôle pour faire une navigation de type SLAM au retour. Ça c'est quelque chose sur lequel on travaille avec nos collègues de l'IMAG. Voilà, c'était ce résumé-là, comment contracter ces modèles-là tout en préservant les éléments caractéristiques qui vont nous aider à naviguer durant la phase de retour. La reconstruction en ligne, je passe rapidement là-dessus. Donc voici une analyse fonctionnelle des données que nous avons acquises, en termes de surface présente, de volume, etc., avec des approches qui vont nous permettre d'avoir des estimations fonctionnelles pessimistes et optimistes, comme ça on a des garanties pour savoir la mesure exacte du site. Le développement de nouveaux capteurs, j'en parlais, l'ombilical virtuel et la peau acoustique qui, effectivement, nous permettraient de pallier aux problèmes d'acquisition de données acoustiques que nous avons dans cet environnement confiné. Le développement d'une start-up
qui devrait être créé assez rapidement vu les projets et les ambitions que nous avons là, dans les mois qui viennent, dont l'objectif est de récupérer les technos que nous développons dans le cadre du CARST pour proposer des services innovants pour l'industrie de l'hydroélectrique et notamment tous les problèmes d'inspection de galeries sur lesquels nous savons qu'il n'y a aucune solution actuellement et sur lesquels EDF nous engage, EDF entre autres, nous engage à travailler. Donc voici un rapide descriptif des objectifs de RIDS. Donc ça, c'est le timing que nous espérons suivre. L'équipe, je passe vite. Et maintenant, en termes de perspective, donc là, on devrait répondre à un appel PRIMA qui devrait voir le jour début 2018 sur un projet européen qui associerait la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sur cette problématique-là. Des contacts qui ont été pris aussi avec la direction... je ne sais plus. Du changement climatique et de l'environnement. Je ne sais plus, j'ai plus les termes, je les retrouverai. Montpellier Métropole et le BRGM pour monter une action spécifique sur les sources du Lez, pour pouvoir lever cette question-là quant à l'exploitabilité des sources du Lez. Les implications des partenaires que sont EDF, BRGM, les canaux de Provence et les voies navigables de France, qui se sont engagés à nous ouvrir des sites industriels dès que nous sommes prêts à démontrer ce que nous savons faire. On se donne l'année pour aller les rencontrer sur les sites qu'ils nous ouvriront. Et éventuellement, le montage d'un labcom avec EDF, là c'est encore en pourparlers. Et enfin, janvier 2018, le Durzon, un gros site aussi avec un réseau karstique assez monumental en Aveyron, où on se fera accompagner à nouveau par nos collègues plongeurs de plongée soute, l'équipe de Franck Vasseur. Je vous remercie.